Qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir, dit le proverbe. Or, il semblerait que l'histoire soit particulièrement malmenée dans la future réforme des collèges. C'est en tout cas l'avis de certains et on va en débattre sur ce plateau. Odon Vallée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des religions, vous avez beaucoup travaillé sur l'enseignement du fait religieux au collège et au lycée. Hubert Tison, bonsoir. Le secrétaire général de l'association des professeurs d'histoire géo, la plus grosse association de professeurs d'histoire géo, parce que vous êtes tout de même 7000, la plus grosse de France. Guylain Chevrier, bonsoir. Vous êtes historien, vous aussi, professeur à Paris 13 et membre du comité Laïcité République. Et je précise que ni le ministère ni le Conseil supérieur des programmes n'ont souhaité participer à ce débat et défendre leur point de vue sur ce plateau. C'est bien dommage, vous vous ferez votre opinion vous-même. Que veut le Conseil supérieur des programmes, justement? Une image pour vous expliquer ce qui me fâche aujourd'hui. Vous ne vous en souvenez peut-être plus, mais la première fois que vous avez vu ces visages et entendu parler de ces illustres personnages, c'était probablement au collège. Eh bien, les Voltaire, Rousseau et autres Diderot ne seront plus au programme obligatoire, je précise, obligatoire, dès la rentrée 2016, selon les recommandations du Conseil supérieur des programmes. En fait, selon ces recommandations, il y aurait désormais des chapitres obligatoires, comme celui sur l'islam au 7e siècle, et puis des chapitres facultatifs, comme le siècle des Lumières, on vient de le voir, ou encore la chrétienté au Moyen-Âge. Je voudrais votre réaction tout de suite sur ces recommandations du Conseil supérieur des programmes. Odon Vallée. Bon, ce n'est que des recommandations. Le projet a le temps de mûrir. Il est clair que, par exemple, apprendre l'esclavage sans le siècle des Lumières, c'est-à-dire sans les abolitionnistes qui sont nés de l'esprit des Lumières, ça n'a aucun sens. De même, apprendre l'islam sans apprendre le christianisme, on ne voit pas pourquoi. Maintenant, il faut bien voir que l'histoire est une matière qui se réduit, comme beaucoup de matières. Il y a de plus en plus de matières au programme qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Il y a 2 langues vivantes, il y a l'informatique. Donc chaque matière se réduit. Il ne faut jamais oublier qu'il y a le ramassage scolaire qui fait qu'on ne peut pas dépasser 17 heures dans de nombreux collèges et lycées. Donc en matière de programme, on est obligé de travailler. De faire des choix, oui. Faire des choix, mais n'oublions pas non plus qu'il n'y a pas que la France qui représente 0,8% de la population mondiale. On a des élèves français qui passent l'abitur, le bac allemand, ou le A-level, le bac anglais, et qui apprennent que Waterloo est un jour de gloire et Trafalgar une grande victoire. C'est vrai. Hubert Tison, votre réaction à ces recommandations? Écoutez, nous sommes très réservés et nous avons beaucoup d'inquiétudes sur ce programme. Oui. Regardez-moi. On a beaucoup d'inquiétudes sur le programme d'histoire parce que justement la structure même de ce programme prévoit que les horaires ne vont pas changer. Mais en fait, quand on regarde de près, on introduit de ce qu'on appelle des travaux interdisciplinaires, ce qui est une bonne innovation, c'est-à-dire faire travailler ensemble 1 ou 2 collègues sur 8 thèmes d'ailleurs qui sont, il y en a 6 qui sont obligatoires. Si vous voulez bien, on reviendra sur la mécanique et peut-être le détail. Mais là, vraiment, on est sur du fond. Le siècle des Lumières qui devient facultatif. Voilà, c'est pas rien pour un historien, j'imagine. Votre réaction? C'est-à-dire que si vous voulez, je ne vois pas pourquoi il y a des choses facultatives et il y en a d'autres obligatoires. Et le ministère est en pleine contradiction, puisque d'un côté, il prône la liberté pédagogique, et de l'autre, il dit, ah ben oui, vous allez faire l'islam d'une manière obligatoire, ce qui était déjà le cas avant, bon, ça ne change pas. Mais en revanche, la chrétienté, l'implication de la religion dans la société, non. L'humanisme, la Renaissance, les conflits religieux, on n'appelle plus les guerres de religion, mais on appelle les conflits religieux. Ça, c'est facultatif. Ça, c'est facultatif. Ouais. Donc, on ne sait pas pourquoi, si vous voulez, il y a des choses. Il y a peut-être la réponse dans la question que vous posez. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a eu Charlie, il y a des programmes qui posent un peu problème, et puis il y en a d'autres qu'on a peut-être envie de pousser. Est-ce que c'est ça que vous voyez derrière tout ça, Guylain Chevrier? Bien, écoutez, il ne faudrait pas qu'effectivement cette évolution des programmes d'histoire soit le reflet en quelque sorte d'une évolution plus composite de notre société depuis 30 ans qu'on voudrait prendre en compte en adaptant les programmes à la réceptivité, à la sensibilité de certains publics. Ça, ce serait vraiment tout à fait problématique et le fait est que lorsqu'on propose des alternatives comme celle d'enseigner la traite négrière et son abolition, et d'un autre côté de faire l'impasse d'une certaine façon, ou de proposer que ce soit possible en tout cas, puisque ce ne serait que facultatif de pouvoir enseigner les penseurs des Lumières, ça pose un énorme problème, puisque à travers leur propre combat, celui pour la liberté, ils ont précisément promu cet abolitionnisme et permis qu'il soit pris en compte et que, au nom de la liberté, eh bien, on abolisse l'esclavage dès 1794, après la Révolution française, c'est-à-dire l'entrée dans l'ère d'une certaine liberté et puis d'une
d'un début de laïcisation de l'État. Donc on voit bien les enjeux qui sont autour de, effectivement, cette redéfinition des programmes. Et puis islam, chrétienté. Bon, la chrétienté, on commence effectivement à l'étudier dès la 6e et pas simplement en 5e. Mais le fait est que présenter les choses de cette façon et mettre en balance islam et chrétienté, ça relève d'une certaine provocation. Et c'est maladroit, disons. Ouais. C'est un peu inquiétant dans le contexte que nous voyons, surtout si on se réfère aux propositions de la ministre de l'Éducation nationale qui a mis au centre de ces propositions, après les événements de janvier, eh bien, le renforcement de l'enseignement du fait religieux à l'école. Là, on peut se poser certaines questions. Alors, si le ministère et le Conseil supérieur des programmes avaient accepté de venir débattre avec vous, on aurait entendu ce qu'ils avaient à vous dire, mais comme ils n'y sont pas, je suis quand même allé voir ce qu'ils disaient dans des articles précédents. Voici la réponse de Denis Paget du Conseil supérieur des programmes. Quoi qu'il arrive, c'est le professeur qui choisira, dit-il, en fonction de l'intérêt des élèves et de la logique même de son cours, de traiter une question plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est facultatif qu'on ne le fera plus. Je retiens cette phrase, en fonction de l'intérêt de l'élève. Ça veut dire quoi? Vous le comprenez comment en tant que professeur d'histoire géo? C'est-à-dire de ce qui est bon pour lui ou de ce qui l'intéresse? Et là, c'est plus la même histoire. Non, je pense qu'il y a un certain nombre de connaissances, de méthodes, d'outils. Il n'y a pas l'élève, si vous voulez, il ne connaît pas grand-chose au départ. Donc, évidemment que l'adulte qui a reçu une certaine connaissance au cours de ces longues années universitaires, à la fois scientifiques et pédagogiques, il est quand même mieux à même de dire quel est l'intérêt. Parce que si on suit l'intérêt de l'élève, on va avoir n'importe quoi. Et justement, dans la réforme, moi, ce qui me paraît très grave, entre ce facultatif et cet obligatoire, c'est qu'on va créer au sein d'une ville, entre les collèges, des différences, et surtout sur le territoire, parce que vous n'avez pas les mêmes moyens dans une grande ville qu'une petite ville, une ville moyenne. Les collèges ruraux, ils existent. Il y en a justement dans la Creuse, il y en a en Corse, et il y en a qui font moins de 100 élèves. Donc, si vous voulez, je crois que là, il y a une inégalité territoriale. Et on va faire le contraire de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire donner à tout le monde une culture commune. Alors, cette inégalité territoriale, c'est très, très, très important. Mais n'oublions pas qu'il y a des collèges de bon niveau où on a fini le programme au mois de mars, et puis des collèges plus difficiles où au mois de juin, on n'a pas fait la moitié du programme. Donc, effectivement, les professeurs vont adapter ce projet de programme. Le vrai risque, c'est que de plus en plus, on ait un enseignement qui soit très inégalitaire selon les établissements et selon les enseignants. À partir du moment où vous dites le programme, il est un peu ad libitum, vous faites ce que vous voulez, il est clair que ça risque d'accroître les inégalités. Guylain Chevrier, sur cette question finalement, une réforme des collèges qui créerait des inégalités entre les collèges, vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, certainement. Tout d'abord, il faut revenir à la question de la cohérence des programmes et du socle commun de connaissances qui va effectivement permettre de former de futurs citoyens. Là, il n'est pas question de regarder d'abord les différences, mais d'abord de ce qui rassemble, de ce qui permet donc de mener effectivement à un certain point commun et au partage d'un certain nombre de valeurs. Donc tel que justement l'idée en avait émergé après les événements de janvier. Et donc effectivement, on est d'abord sur cet enjeu. Et bien sûr, à l'échelle des territoires, le fait de créer donc effectivement des conditions optionnelles à ce point-là, si effectivement les choses se confirmaient, ça poserait sans aucun doute problème quant à la façon dont, dans certains territoires où on résiste au contenu de certains enseignements, ne l'oublions pas, et où on est confronté au refus parfois de certains enseignements sur le fondement de revendications communautaires à caractère religieux, eh bien effectivement cela serait un très mauvais point pour l'ensemble des élèves, et y compris pour ceux vis-à-vis desquels on voudrait de cette façon avoir une attitude de complaisance en quelque sorte. De complaisance, mais vous dites de complaisance, c'est peut-être un jugement, peut-être tout simplement aussi d'ouverture, c'est-à-dire venez, essayez de comprendre. Si on acceptait cette idée-là, est-ce que ce sont les bons choix qui ont été faits? Parce que c'est vrai que la question qui se pose, c'est que si on réagit à l'après-Charlie, effectivement, dans le corps des programmes, alors on peut imaginer que le message de tolérance et celui de Voltaire devait être obligatoire pour le coup, effectivement. Oui, moi je crois que c'est très dangereux de réagir dans l'émotion. Charlie, je suis Charlie, c'est bien gentil, mais c'est quand même, si vous voulez, quelque chose d'émotionnel. On a vu d'ailleurs que dans le monde entier, ça crée des problèmes.
que le président Obama n'était pas d'accord, que le pape François n'était pas d'accord et qu'on a eu des émeutes avec beaucoup de morts en Afrique et qu'on a aujourd'hui du mal à recruter des professeurs dans certains lycées d'Afrique parce qu'ils ont très peur. Donc, pas d'émotion, réflexion. Un programme, c'est pas pour 6 mois, un programme, c'est pour 10 ans. Je crois qu'il faut évidemment faire évoluer les programmes, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait, pour tous les jeunes Français et Françaises, une possibilité d'avoir les mêmes outils de travail pour qu'il n'y ait pas des élèves défavorisés dans certains collèges. Comme ça a été dit très justement, il y a des collèges qui n'ont pas 100 élèves. Il y en a même un dans les gorges du Tarn qui doit en faire une 50aine d'élèves à peu près. Bon, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Il faut leur donner des outils de travail. Il ne faut peut-être pas leur dire, bon, maintenant, vous allez étudier ceci, vous n'avez pas étudié cela. Ça, cela dit, les profs d'histoire géo, puisqu'après tout, on parle de obligatoire, alors ça, ils n'auront pas le choix, mais facultatif, ils peuvent très bien entre guillemets, entrer en résistance si jamais tout ça s'appliquait en disant nous, on le réintègre à la partie obligatoire, non? C'est possible? Je pense que si vous voulez, si ça n'évolue pas, mais je pense le bon sens fait que normalement ça doit évoluer puisqu'on va être consulté. Donc, si tout est ficelé d'avance, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, je voulais faire une remarque, c'est que ces programmes qui ont été concoctés par le Conseil supérieur des programmes, je ne me prononcerai pas parce que l'histoire... Le libellé est très clair, sans jargon, mais je ne me prononcerai pas sur d'autres disciplines où le français moyen n'y comprend rien, si vous voulez, étant donné l'espèce d'ésotérisme du langage qui a été utilisé. Mais c'est un peu l'apanage de l'éducation nationale d'ailleurs, enfin de ceux qui pensent les programmes, c'est assez étonnant, non? Exactement. C'est absolument incompréhensible, y compris quand on a fait son école et son collège et son lycée. Oui, même pour vous? Oui, exactement. Ça vient. Moi, on a cité des exemples sur la natation. Bon, on n'y comprend rien, si vous voulez. Donc, je crois que il faut être beaucoup plus raisonnable et en même temps, je pense que cette réforme n'est pas ambitieuse. Et ça, je vous rejoins tout à fait. On doit donner aux enfants, aux adolescents, une culture commune. Et il faut pas d'obligatoire, pas de facultatif. Donc, vous me posez une question extrêmement précise. Si jamais ça restait dans l'État, nous, on se débrouillerait pour réintroduire la Renaissance, pour réintroduire l'humanisme, pour réintroduire les philosophes, parce qu'on peut évidemment, il y a des moyens, mais il y a des moyens auxquels on peut parvenir avec un public, j'allais dire, moins hétérogène que dans certaines banlieues. Et donc là où, si vous voulez, il faut faire un travail considérable. Et puis il y a une chose aussi qui est à dire, c'est qu'il y a quand même 25% des élèves en 6e qui ne maîtrisent pas ni le français. Ils ne savent pas, si vous voulez, ils font semblant de lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Alors vous leur mettez un texte sur la Bible, même s'il a été traduit, ou un texte sur l'Odyssée, même s'il a été traduit en français, et pas dans le texte originel traduit, ils ne comprennent rien. Ça ne sera pas gagné. Alors moi, je ne désespère pas, parce que les enseignants, ils ont eu au moins 15 ou 20 réformes durant leur carrière, donc ils s'approprient la réforme, ils font ce qu'ils peuvent. Je préside un jury du bac depuis de longues années à Paris. Je vois bien que les enseignants adaptent les réformes, etc. Le vrai problème, c'est qu'ils sont aussi notés par les inspecteurs et ils sont obligés un peu quand même de suivre ce que les programmes disent. Ils sont obligés d'être un peu attentifs à, je dirais, maîtriser la réforme, la canaliser, mais en même temps, ils ne peuvent pas la refuser. Bon, on verra ce que ça donnera. Alors justement, que fera la ministre? Jean-Jérôme Bertolus lui a posé la question pour étaler à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez sa réponse et vous me dites si ça vous convient. Dans les programmes d'histoire actuels, les 3 monothéismes trouvent leur place. Dans ceux de demain, les 3 monothéismes trouveront leur place. Et vous savez même qu'on en a beaucoup parlé après les attentats Charlie Hebdo en janvier dernier. Vous savez l'importance que nous accordons dans ce gouvernement à l'enseignement laïque du fait religieux qui permet de comprendre bien des choses et puis d'apprendre à vivre ensemble. Guylain Chevrier, ça vous convient comme réponse? Écoutez, c'est toujours le même problème, c'est la tendance à traduire la laïcité comme l'égalité de traitement des religions. Et on voit bien par là cette façon de mettre en balance donc l'obligation d'étudier la traite négrière et de l'autre côté de laisser d'une certaine façon à part
l'étude donc des penseurs des Lumières, parce que effectivement, les penseurs des Lumières ont développé une conception de la liberté qui est celle de l'ordre du contrat social, mais d'un contrat qui revient à celui de la liberté de conscience. On évoquait Charlie à l'instant, effectivement, on pouvait être dans l'émotion quand même avec les événements qui se sont produits, et effectivement, on a toujours cette tendance à vouloir intégrer les élèves par leurs différences, c'est ce que j'entends bien là, et c'est un petit peu tout de même tout le contraire des intentions qui se sont affirmées à la fois autour de la charte de la laïcité dans l'école, telle qu'elle a été proposée par Vincent Payon, et puis aussi les discours qui ont préfiguré les propositions de la ministre en la matière, et je trouve que le décalage est toujours aussi important, et on a toujours cette impression qu'on veut encore insister sur les différences pour au nom de prendre en compte les différences, on revient à réduire la laïcité aux 3 monothéismes, ce qui est quand même un véritable problème, voire tout de même une certaine catastrophe. Mais c'est vrai. Il n'y a pas que les monothéismes, on ne parle pas d'hindouisme, on ne parle pas du bouddhisme. Le doyen de l'inspection générale disait il y a quelques années que les 2 continents qui étaient sous-étudiés dans l'éducation nationale, c'était l'Afrique et l'Asie. On s'arrête là où il y a cette formidable expansion de l'Asie, on n'y connaît rien. Donc il faut aussi tenir compte de l'évolution de l'humanité. On ne le fait pas beaucoup. Mais c'est vrai que, et on s'arrêtera juste là-dessus pour conclure, on a le sentiment qu'effectivement, alors il y a des prises de parole politiques, et puis il y a un Conseil supérieur des programmes qui arrive. Est-ce que c'est pour tester ou pas? Et puis marche arrière en fonction des réactions, des plateaux éventuellement de télévision qui auraient été organisés. C'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu, si vous voulez, les réactions de bon sens. Et justement, sur la ministre met l'accent sur les monothéismes. Bien sûr qu'ils sont vus, ils sont étudiés. Mais attention, on n'étudie pas les religions en tant que telles. On les étudie dans l'histoire. On étudie le fait religieux. Il n'est pas question d'enseigner les croyances. Nous ne sommes pas des rabbins, des curés, des imams, des pasteurs. Mais comment vous expliquez ce décalage entre ceux qui pensent les programmes pour les 10 ans à venir et les professeurs qui sont amenés à les enseigner que vous représentez ce soir? Ils ne sont pas sur le terrain. Voilà, ce sont des gens qui sont peut-être des gens très éminents. Je ne les connais pas. Mais si vous voulez, je pense que nous, on les appelle les théoriciens en chambre. Ils sont hors sol. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont hors sol. Voilà. Moi, j'ai fait 150 conférences dans des collèges, dans des lycées et même dans une école primaire, notamment dans le cadre de l'université de tous les savoirs et des établissements de tous les niveaux. Je puis vous dire que quand on est sur le terrain, vraiment, on est beaucoup plus pragmatique que ça. On change de sujet, mais on reste au fond dans cette problématique de l'école post-Charlie. Regardez cette tenue, un ensemble, voile et jupe pour une élève collégienne de Charleville-Mézières qui lui a valu d'être refusée en cours, y compris avec le voile baissé sur la nuque. Alors tollé évidemment sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Je porte ma jupe comme je veux » a fait florès, repris plus de 30 000 fois sur Twitter. Et quelques tweets comme ceci, par exemple, la robe de Marine Le Pen qui avait beaucoup fait parler ces derniers temps. Alors là, on est plutôt sur celle de Disney. Attention, ceci est un signe ostentatoire religieux. Passez-les, comme ça je verrai dans quel ordre vous êtes. La robe de Marine Le Pen, pas un peu trop longue, s'interroge ce tweetos. Ou encore, la dernière, la statue de la liberté, trop long. Voilà, ça c'est pour l'humour. Abdallah Zekri est au téléphone avec nous, président de l'Observatoire des actes islamophobes. Bonsoir, Abdallah Zekri. Comment vous jugez on allait dire cette interdiction de cours de cette jeune fille avec la tenue qui est celle-ci, et apparemment vous avez d'autres exemples comme ça qui vous sont parvenus? Oui, d'abord, ce que je juge, je suis un petit peu choqué, parce que maintenant, il faut se poser la question, où commence et où s'arrête les signes ostentatoires. D'ailleurs, vous aurez remarqué que l'Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco, lui-même, n'est pas d'accord avec la décision prise par l'école. Il y a d'autres cas dans d'autres régions de France, mais est-ce que la laïcité en France, c'est une laïcité d'exclusion ou c'est la laïcité qui, naturellement, permet aux uns et aux autres de vivre ensemble? Alors, la question se pose. La loi, elle a interdit le voile, la kippa et la croix concernant les signes ostentatoires, mais elle n'a jamais parlé de jupe longue. Oui, Abdallah Zekri, cela dit, effectivement, la circulaire pour faire appliquer la loi dit aussi qu'il faut s'intéresser au comportement de la personne. Et là, en l'occurrence, le rectorat à Charleville-Mézières dit qu'il s'agissait d'une action, je cite, revendicatrice et concertée avec d'autres élèves à la suite d'un problème lié à l'occurrence au port du voile. On est donc bien quand même peut-être plus dans un problème de comportement que dans un problème de vêtements, même si ça a été l'occasion pour dire vous ne pouvez pas rentrer en cours ce jour-là. Vous savez, les
académies, l'inspection d'académie ou l'école peuvent dire n'importe quoi. Et on parle d'un comportement. Mais quel comportement? Parce que des filles ont décidé, 3 ou 4 filles ou 5 filles, de porter une jupe longue. Mais est-ce que la laïcité, est-ce qu'interdit aux gens de s'habiller comme ils veulent? Je suis désolé. Là, moi, je ne suis pas d'accord du tout parce que je ne veux pas qu'on exclue de jeunes filles de l'école, de l'éducation, du savoir. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette jeune fille? Elle va rester chez elle. Je m'excuse, je vais vous employer un mot très fort. Est-ce qu'on va encore pousser ces enfants à rester chez eux, à ruminer pour se retrouver après en Syrie ou se retrouver ailleurs? Vous continuez à participer au débat, mais on va écouter la réponse sur ce plateau. Guylain Chevrier. Oui, alors, effectivement, c'est un petit peu comme dans le monde du travail. Tout dépend de la nature de la tâche à accomplir et du but recherché. Il y a toujours une proportionnalité du but qui est à étudier en matière de droit. Et là, en l'occurrence, si on est sur une provocation, il y a une intention prosélyte. Et là, il faut réagir. Parce que l'école, finalement, c'est surtout d'abord le moyen de protéger l'ensemble des élèves vis-à-vis de pression de groupes, quels qu'ils soient. Et en l'occurrence ici, s'il s'agit bien d'un groupe qui a manifesté la volonté de, par ce biais des jupes longues, d'imposer un voile dans l'école ou des voiles dans l'école. Ou leur mécontentement parce qu'il n'y avait pas droit. Ou leur mécontentement parce qu'on ne l'autorise pas. On est tout à fait dans autre chose. Et là, je pense que le Conseil français du culte musulman aurait tout à fait intérêt à regarder de près les choses et à prendre des positions à degré en fonction de la réalité des problèmes qui sont posés et pas de manière systématique en dénonçant de l'islamophobie parce que les amalgames sont très rapidement faits et en réalité c'est de la laïcité à chaque fois qui en prend un petit coup. Et je pense que chacun a intérêt au respect de ce principe dans l'école. Moi je crois qu'il faut relativiser un peu tout ça. Quand ma mère étudiait il y a pas mal d'années, la jupe ou la robe devait couvrir intégralement la jambe, hein, sinon on pouvait être exclu par la directrice si jamais on voyait un bout de genou. Alors il y a quelques années, il y avait la mode des mini-jupes très mini-mini, les ventres à l'air, on a lutté contre ça à juste titre. Mais il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Je pense que pour cette histoire de jupe, il ne faut pas exclure quelqu'un. Je pense que la France, là, n'est pas comprise dans le monde. Vous savez, moi je vis sur 3 planètes, le Vietnam, le Bénin et la France. Moi je vois en Afrique, on ne comprend pas des choses pareilles. Un peu de tolérance, une jupe un peu longue, bon, on ne va pas exclure quelqu'un. Hubert Tison. Écoutez, je pense qu'il y a eu, après la loi qui interdisait les signes ostentatoires, et on connaît par exemple, bon, à Sarcelles, des Chaldéens, c'était des anciens chrétiens, des chrétiens, mais les plus anciennes civilisations, ouais. Eh bien, qui portaient des grandes croix, comme ça, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient, on affirme notre religion, ouais. Voilà. Et donc, ça crée quand même des problèmes à Sarcelles, avec d'autres élèves qui venaient et qui avaient d'autres communautés. Non, je pense qu'il y a un gros effort qui a été fait par l'éducation nationale, justement, pour résoudre les cas de jeunes filles voilées. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Et dans le cas de cet établissement, s'ils ont pris une sanction, d'ailleurs, ils ne l'ont pas exclue. Elle avait le droit de revenir, mais habillée différemment. Oui, mais ils lui ont dit, il y a une discussion, après elle peut être intégrée dans une salle d'études, mais si on lui a dit ça, si vous voulez, c'est que derrière, il y a sûrement une instrumentalisation, comme on l'a vu avant la loi sur les signes ostentatoires. Moi, j'ai des cas très précis où des élèves venaient narguer le professeur voilé. Mais ça s'était fait exprès. Ça se passe à l'université aussi, il faut le dire. Ça se passe à tous les degrés, effectivement. Oui. Pour préparer ce plateau, on a eu beaucoup de gens au téléphone et effectivement, plusieurs sources nous ont dit ce problème-là, et en particulier cette tenue particulière-là, c'est effectivement un souci parfois parce qu'il y a une provocation, parce qu'on fait juste tomber le voile sur la nuque et qu'on fait comprendre finalement qu'on ne cède pas à cette laïcité-là. Et ça donne des choses étonnantes dans certains collèges. Regardez, par exemple, ça c'est le lycée Théodore Monod, Anthony, c'est le règlement intérieur. On n'avait pas la place de tout mettre, alors on en a enlevé 2 ou 3. Mais ils sont obligés de absolument tout décrire. Comme ça, ils sont sûrs que personne viendra leur dire que c'était pas dans le règlement intérieur. Alors il y a tous les vêtements communautaires, y compris d'ailleurs, il y a même une toute autre tenue communautaire, auquel cas ils en auraient oublié. Évidemment, il y a le jean déchiré, il y a aussi le décolleté plongeant. Voilà, il y a un petit peu de tout, vous le voyez. On voit bien que ce type de règlement-là, c'est la limite, c'est le désarroi des chefs d'établissement. C'est quoi la solution ? On vise le comportement et on arrête avec les habits ?
Non, alors, aujourd'hui, ce qui vient d'être dit, de façon générale, il y a un travail qui est mené par les établissements scolaires qui consiste à se rapprocher des familles et d'essayer, effectivement, par le dialogue, d'obtenir une modification des comportements, tout simplement pour qu'ils ne contreviennent pas à la loi. Là, le la père, loi en l'occurrence, la me loi dit est que tu claire. restes à la maison et que tu ne retourneras pas à l'école. non. Espérons que non, mais il y a un dialogue déjà d'engagé avec la famille, il faut le savoir. Mais il y avait ce soir, au journal de 20h, sur une chaîne publique, un cas qui était des cas qui étaient décrits donc dans un établissement de Marseille. Effectivement, on voyait que le responsable d'établissement avait fort à faire avec des situations de deux contradictions et qui contrevenaient effectivement des tentatives de contravention à la loi, parce que il y a tout de même une tentative de grignotage de certains espaces, dont l'espace de l'école, concernant effectivement la présence, en tout cas du religieux, parce que certaines parties de notre société, certains groupes peuvent effectivement aujourd'hui être en situation de revendiquer, de voir la règle commune s'adapter à leur rite religieux. Oui, alors cette interdiction générale de tenue me fait penser à des lycées et collèges catholiques plus ou moins intégristes qui ont les mêmes interdictions. Je m'étonne qu'on interdise le boubou, la tenue traditionnelle. Moi, j'ai des boursiers à Louis-le-Grand, dont certains ont été reçus à Polytechnique, ils viennent d'Afrique, et je leur dis toujours le dernier jour, venez en boubou, en tenue traditionnelle. Ils sont applaudis à tout rompre par leurs camarades. Et quand il y en a un qui est reçu à Polytechnique, alors là, c'est du délire. Oui. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur cette fameuse tenue là, qui était en question à Charleville-Mézières et apparemment pas seulement. On a pu nous-mêmes interroger une jeune fille, une élève qui explique sa démarche. Militant, peut-être, mais c'est pour montrer comme quoi on a le droit de s'habiller, on a le droit de s'habiller comme on veut. Si je continue à en mettre, c'est que déjà je me sens à l'aise, je me sens bien dans ces robes, mais c'est aussi pour leur montrer que ça ne fait pas partie d'une communauté spécialement, ça fait partie de ma liberté de m'habiller comme je veux. La laïcité, on a l'impression que ça vise spécialement les musulmans. On fait des lois que pour les musulmans, enfin contre les musulmans surtout. Oui, c'est ça. Abdallah Zekri, une démarche militante, c'est elle qu'il dit. Est-ce que vous soutenez ce genre de démarche militante ? Oui, je soutiens la déclaration de cette jeune fille parce qu'elle dit « je veux m'habiller comme je le souhaite » alors qu'elle s'habille comme elle le souhaite. Vous savez, la laïcité actuellement, ce qui est pire dans cette épreuve de laïcité, c'est les hommes politiques qui sont en train de l'utiliser à tout bout de champ. Je demandais à Jean-Louis Bianco d'aller donner un cours à l'Assemblée nationale et au Sénat, aux députés, aux sénateurs, qu'est-ce que c'est la laïcité. Dès qu'on parle, maintenant on parle de laïcité, laïcité, laïcité. Alors bientôt, à quand ça va continuer jusqu'à quand? On est dans ce pays, on est libre de s'habiller. Il manquait uniquement dans l'école le règlement intérieur, il manquait l'interdiction des babouches. Voilà, c'est tout ce qui manquait. Et ça aurait été franchement le comble, la liste complète. Je pense que quelqu'un qui veut mettre un short avec des bas noirs, il est libre. Une fille qui veut se couvrir, elle est libre. Celle qui met un pantalon aussi, elle se couvre les jambes, les cuisses jusqu'aux pieds. Alors arrêtons un petit peu, je pense que... Abdallah Zekri, vous avez entendu... qu'il faut préserver le vivre ensemble et la laïcité, c'est pas la laïcité d'exclusion. Vous avez entendu Guylain Chevrier tout à l'heure, il disait, et il vous parlait directement, le CFCM ferait bien d'étudier le fond du problème, quelle est l'intention, effectivement, avant de dire que tous ceux qui sont dans cette démarche militante ont raison. Est-ce que vous entendez ce message-là quand même ou pas du tout? Est-ce que vous ne triez rien du tout et vous dites chacun s'habille comme il veut, quelle que soit l'intention? Et les préjugés, ce qui nous préoccupe, c'est les jeunes qui vont se faire tuer dans d'autres pays. Nous menons un combat, nous menons un travail, mais à force de les exclure, à force de leur parler de laïcité, on est en train de les pousser dans les bras d'autres extrémistes. Alors il faut arrêter un petit peu avec cela. Le CFCM, oui, il a un rôle à jouer, mais je suis désolé, moi je suis pour la... On parle de liberté d'expression. On passe le temps à nous dire liberté. Quand on nous insulte, on nous dit la liberté d'expression. Alors laissons ces jeunes filles, laissons-leur la liberté de s'habiller comme elles veulent. Merci Abdallah Zekri. Votre conclusion, monsieur Tison. Une conclusion là-dessus? Oui, puisqu'il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander une conclusion à chacun là-dessus. Je suis pour exercer mon métier dans un cadre laïque où on respecte, où chacun se respecte, où le professeur respecte les élèves, où les élèves se respectent. Je ne suis pas pour un enseignement des religions, mais pour un enseignement du fait religieux, parce que justement, là, on a l'exemple,
vraisemblablement d'une pression communautariste. Voilà. Et en plus... C'est ce que vous pensez? C'est une pression communautariste? Il n'y a pas que ça aussi. Il y a l'adolescente, si vous voulez, qui veut s'affirmer. Il y a aussi, il faut bien le dire, il y a aussi les violences que des garçons peuvent exercer sur des filles quand ils les voient en jupe. D'ailleurs, il y a le fameux film sur la jupe, si vous voulez, qui avait une conclusion un petit peu dramatique. Donc, moi, je suis pour que l'école, elle ne peut pas être neutre, l'école, parce qu'elle entend tout l'extérieur, mais que ce soit quand même un endroit préservé et qu'on puisse dialoguer. Par exemple, Et donc c'est une conclusion. Mais donc, par exemple, quand la principale du collège interdit, peut-être pas autant à cause de la jupe qu'à cause de l'intention, interdit l'entrée de secours ce jour-là, elle a raison de le faire. Ah, moi je pense, oui. Oui, moi je suis très très inquiet à propos d'une interprétation trop stricte de la laïcité. Car depuis quelques mois, il y a beaucoup de jeunes garçons et filles qui rejoignent des réseaux salafistes, et ils sont nombreux, parce qu'ils estiment qu'en tant que musulmans, ils sont stigmatisés. Il faut faire très, très, très attention à ça. On le voit sur Internet. On a des dizaines de milliers de jeunes qui rejoignent des imams salafistes à cause de ça. Donc oui, il faut la laïcité. Dans beaucoup de collèges, de lycées, il y a un dialogue avec les équipes pédagogiques, les équipes de direction, et ça se passe bien. Mais ne soyons pas trop stricts. Ne jetons pas dans les bras des extrémistes notre jeunesse musulmane. Conclusion en 20 secondes, s'il vous plaît, Guilain Février. Eh bien, je crois que surtout ce qu'il faut, c'est empêcher l'avènement en France d'un communautarisme sur le fondement de cette militance que devrait au contraire dénoncer le CFCM pour permettre à ces jeunes de s'intégrer pleinement et de ne pas se retrouver dans le risque justement de rejoindre ces réseaux salafistes et autres radicaux dans l'ombre du communautarisme qui permet un travail souterrain d'organisation qui favorise justement cette dérive en rabattant des problèmes sociaux sur des questions religieuses. Donc je crois que là est le véritable enjeu, mais je ne suis pas convaincu que le CFCM ait compris ce message. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette école post-Charlie et sur les doutes, tant sur les programmes que sur certains vêtements. Merci d'être venu nous apporter votre expertise et votre vision ce soir. Vous restez avec nous. Juste à suivre, après la pause, on va parler de sport. Chelsea qui apparemment a décroché ce soir quasiment à son titre de champion d'Angleterre. À tout de suite.